Ça. Salam. Bien, donc on se trouve notre deuxième fois. La deuxième partie de notre sémiologie qui traite la gastro-entérologie. La gastro-entérologie est une spécialité médicale et chirurgicale, c'est-à-dire on traite des pathologies de médecine qui relèvent de la pathologie médicale et la pathologie chirurgicale. Cette sémiologie gastro-entérologique est très développée. Vous avez beaucoup de sous-spécialités qui traitent cette spécialité médicale, chirurgicale en même temps. On peut compter à peu près 20 spécialités, sous-spécialités dans cette spécialité. Alors, il m'a été donné donc de vous faire quelques cours de sémiologie gastro-entérologique et voici donc le tableau, ce que je vais faire avec vous. Les troubles du transit intestinal. Voici ce qui a été donné par le ministère de l'Enseignement supérieur dans le système unitaire. Dans cette unité, ma partie qui est réservée, donc je vais faire ça. La diarrhée, la constipation, et j'ai encore d'autres sujets à traiter, l'examen de la bouche, proctologique, le foie, etc. Alors ça, c'est le plan proposé par le ministère de l'Enseignement supérieur qu'on doit respecter et expliquer à l'étudiant quels sont les objectifs du cours. Alors, la sémiologie que je vais traiter, donc trouble du transit intestinal, l'examen de la bouche, l'examen proctologique, syndrome hépatitique et les hépatomégalies. Bon, ça c'est la partie que je vais traiter moi-même. Vous avez d'autres questions, évidemment, de l'œsophage, du pancréas, etc. Bien. La sémiologie de la diarrhée, qu'est-ce que c'est que la diarrhée? Alors, avant de parler de la diarrhée, donc, il y a un problème de transit intestinal. Vous savez que dans le tube digestif, la digestion, lorsqu'on mange, l'alimentation va subir tout un changement physique et chimique. On va faire l'absorption intestinale pour bénéficier donc de toute l'alimentation et ceci va rencontrer quelques problèmes en médecine qui est le trouble du transit intestinal. Un transit intestinal peut être accéléré, il peut être ralenti, il peut être normal. Parfois c'est difficile de distinguer entre l'accéléré et le normal. Est-ce que toute accélération est pathologique? Est-ce que toute vitesse ralentie est une pathologie? Tout le monde se plaint de signes fonctionnels dans l'abdomen. Parmi les plaintes en médecine gastro-entérologique, c'est un transit qui n'est pas normal, un transit qui gêne la personne. Donc on va traiter la diarrhée. Mais avant de commencer la diarrhée, donc vous avez la charpente du cours, la sémiologie de la diarrhée. Vous avez des généralités jusqu'aux références bibliographiques. C'est le plan habituel. Voilà. La digestion, qu'est-ce que ça veut dire la digestion? Le digestif, c'est-à-dire bouger, c'est-à-dire la distribution. En médecine, le digestif veut dire progresser, c'est-à-dire la distribution. C'est une fonction purement clinique. La digestion est une fonction purement clinique. Elle peut être, en même temps, elle est chimique, mais elle obéit à un mouvement mécanique et dynamique, hydrostatique, électrolytique, hémodynamique. Donc, pour que l'alimentation passe bien dans le tube digestif, vous la choisissez le régime alimentaire, vous mangez, vous allez boire, et puis vous avez des changements qui vont toucher donc le passage du bol alimentaire durant tout le tube digestif, et vous avez les organes qui sont impliqués dans la digestion. C'est pas seulement la bouche, l'œsophage, l'estomac, le foie, mais vous avez apparemment le cerveau. C'est le premier qui va réagir, c'est le premier qui fait appel, c'est le premier qui se prépare pour la digestion, par exemple. Vous avez le goût
le goût, l'odorat, le bruit parfois, pour stimuler déjà l'appétit, pour préparer le tube digestif à travailler. Donc le tube digestif, les maladies digestifs ne sont pas directement liées à l'estomac. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui vomit. Vomir, c'est-à-dire évacuer le contenu gastrique par voie orale. Vomissement ne veut pas dire l'estomac est malade. On peut avoir un vomissement parce que nous avons un trouble ionique. Vous avez la dysnatrémie, la dyskaliémie, vous avez fait l'hypokaliémie, l'hyperkaliémie. En cas d'hyperkaliémie, il y a le problème digestif, nausée, vomissement. En même temps, l'hypocalémie ou l'hypercalémie peut provoquer ce trouble digestif. Donc c'est une anomalie fonctionnelle qui n'est pas toujours attachée à une atteinte organique. Donc c'est pour ça, donc ce système digestif, il est sous l'influence de beaucoup de systèmes. Commençons par le côté psychologique, le côté bien-être. Vous ne pouvez pas manger, être à l'aise si vous n'avez pas les conditions et l'environnement. Donc vous risquez de vomir avant de manger. Vous avez l'appétit stimulé avant d'avoir l'alimentation, c'est-à-dire le souvenir, la ponctualité. Vous avez donc l'association de faim, par exemple, Fermdan. À midi, nous avons faim parce que c'est le rendez-vous habituel. Donc, tube digestif malade, influencé par l'environnement. Vous allez voir, la maladie digestive, elle a partout son existence. Vous prenez l'exemple du vomissement. Est-ce que vomissement et l'estomac est toujours malade? La réponse, non. Je peux avoir un estomac intègre, normal, anatomiquement, mais le vomissement parce qu'un trouble ionique, un pH qui varie, un traumatisme psychologique, un traumatisme crânien, etc. Essentiel, le tube digestif n'est pas seul, il est influencé par beaucoup de systèmes. Bien. Le trouble du transit est un symptôme qui touche l'intestin grêle, le gros intestin et le rectum. Donc le transit intestinal va subir des changements et ce trouble du transit est un motif de consultation fréquent en médecine. Nous avons la diarrhée, la constipation. Diarrhée, constipation. Sinon, vous avez la succession parfois diarrhée, constipation. C'est un motif de consultation très fréquent en médecine. En médecine, c'est-à-dire, on ne cesse pas de voir chaque jour des consultations tube digestif qui est malade. Et surtout, sur le plan fonctionnel, le transit qui n'est pas normal. Aspects subjectifs et objectifs multiples. Constipation et diarrhée. Est-ce que la diarrhée est vraiment bien définie par l'individu? Elle obéit parfois à beaucoup de critères. Par exemple, le sujet âgé, l'enfant, le nourrisson, la femme, etc. Chacun a une description de la diarrhée ou de la constipation. Donc, il y a le côté subjectif de la chose. Et les côtés objectifs, c'est-à-dire l'objectif, le côté organique est multiple. Vous avez beaucoup de causes de constipation et de diarrhée. Donc, c'est pour ça on a dans l'examen clinique des difficultés pour définir, pour trouver les causes d'une diarrhée ou d'une constipation. Bien, les causes sont organiques ou fonctionnelles. Je peux avoir quelqu'un qui ingère un produit qui n'est pas propre, il va faire la diarrhée. Quelqu'un qui mange, il fait un régime alimentaire, il fait une constipation. Donc parfois, ce n'est pas le régime, c'est le côté psychique. Parfois, c'est une tumeur gastrique, c'est une tumeur au niveau colique rectal qui donne la constipation ou la diarrhée. Donc, entre psychologique, fonctionnel, organique, il y a beaucoup d'étapes à franchir pour vraiment trouver la cause du transit. L'évolution, nous avons donc des évolutions aiguës et chroniques. Nous avons la diarrhée aiguë et la diarrhée chronique. Nous avons la constipation aiguë et la constipation chronique. Le retentissement sur l'état général. Alors, un transit qui n'est pas normal va influencer le côté bien-être de la personne, c'est-à-dire déranger. On a peut-être des absents dans l'amphi parce qu'ils ont des diarrhées. Quelqu'un qui a une diarrhée ne peut pas rester avec nous pendant 2 heures de temps. Donc, il s'absente. Ça, c'est un exemple. Le bien-être au travail, le bien-être à la maison, etc. Donc, un type de transit, c'est vraiment une gêne de la personne. Ça gêne beaucoup. Bien, ça c'est l'introduction et le transit. Alors, quel est l'intérêt de la question diarrhée? Pour vous, qu'est-ce que c'est que la diarrhée? Pourquoi on traite la diarrhée avec vous? Une diarrhée est un signe fonctionnel ou une maladie à part. La diarrhée est un signe fonctionnel et parfois c'est une maladie. Comment? C'est un signe fonctionnel si vous avez beaucoup de signes.
nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, ictère, etc. Donc, c'est un signe parmi beaucoup de signes. Et parfois, c'est une maladie lorsque vous avez la diarrhée isolée. Ok? Donc, je peux avoir la diarrhée comme symptôme, avec beaucoup de signes, comme je peux avoir la diarrhée comme maladie, lorsque la diarrhée est toute seule. Ça, c'est la première remarque. L'anamnèse trouvera sa place primordiale. Devant une diarrhée, premièrement, je dois la définir. Je dois interroger bien mon patient et je dois l'écouter. Donc, l'interrogatoire est intéressant. C'est une perte d'eau et de sel. La diarrhée, c'est une déperdition, c'est une perte, c'est une spoliation. C'est quelqu'un qui va pas perdre le contenu du tube digestif par voie basse. Qu'est-ce qu'il y a dans le tube digestif? Il y a l'alimentation et la nutrition, il y a l'eau et les électrolytes. Apparemment, la perte touche beaucoup plus l'eau, H2O, et le sel, sodium, potassium. Donc vous avez une hypokaliémie si vous avez une diarrhée. Donc c'est une perte, la diarrhée. Perte liquidienne, puis en électrolytes, puis on peut perdre beaucoup de choses. On va voir tout ce qui est dans le tube digestif, on risque de le perdre, soit aigu, brutalement, soit de façon chronique. Le retentissement doit être apprécié immédiatement. Devant toute diarrhée, je dois, comme médecin, apprécier son retentissement. Je dois la définir, et puis est-ce qu'elle a un retentissement? Quelqu'un qui fait, il vous dit, il fait une diarrhée, par exemple, 5 à 10 selles par 24 heures. Il est bien portant. Donc ça, c'est subjectif. Quelqu'un qui fait 5 diarrhées, il est endormi, il est déshydraté, hypotension artérielle. Donc ça, c'est un retentissement. Donc c'est vrai. Donc entre le subjectif et l'objectif, nous avons le côté organique de la chose. Une diarrhée, par définition, on va voir, c'est une perte fréquente de sel, donc liquide, etc., avec plus ou moins retentissement sur l'état général. Et c'est ça ce qui fait ramener le patient à consulter, c'est retentissement sur l'état général. Lorsqu'on perd les liquides, on est déshydraté. Lorsqu'on perd du sodium, on fait l'hyponatrémie. Vous avez fait l'hyponatrémie, non? Vous avez fait la kaliémie, le potassium? Lorsqu'on fait une hypokaliémie, on va présenter des signes cliniques. Contraction musculaire douloureuse, contraction abdominale, et nous avons ici un trouble cardiaque, si on a perdu beaucoup de potassium. Donc, dans la diarrhée aiguë, méfiez-vous, attention, le retentissement sur l'état général. Chercher sa cause prend du temps parfois. Oui, parfois, ça prend du temps pour trouver la cause d'une diarrhée. L'anamnèse bien conduite, les circonstances de survenue, et parfois, on n'a pas immédiatement la réponse. Une diarrhée, il faut écouter, il faut faire l'interrogatoire sur le comportement de l'individu, le comportement alimentaire, sur la diététique, sur les médicaments, sur la pathologie qui existe, et parfois enquêter dans l'entourage. Parfois, une diarrhée, c'est pas une affaire personnelle. Une diarrhée, c'est une affaire collective. C'est dans une maison, dans une collectivité, l'internat, dans une collectivité, dans une fête, etc. L'essentiel, parfois c'est au singulier et parfois c'est pluriel. Donc, ce qu'on appelle les cas sporadiques de diarrhée et les diarrhées collectives, vous avez devant vous l'été, et pendant l'été, on fait ce qu'on appelle les intoxications alimentaires. Les intoxications alimentaires, c'est quoi? On va ingérer un aliment qui n'est pas propre, qui est contaminé par des virus ou des bactéries, et on fait une infection intestinale, et la conséquence, c'est une diarrhée, et ça fait toute une enquête sur l'étiologie. Est-ce que la source, c'est l'eau, ou bien c'est l'alimentation, ou bien c'est les deux? Donc c'est ça ce qu'on appelle l'enquête pour la diarrhée épidémique. Épidémie, c'est-à-dire plusieurs membres qui sont touchés, un quartier, une ville, ou parfois un pays qui est touché. Vous avez par exemple, vous connaissez la maladie qui s'appelle le choléra, la fièvre typhoïde. Ce sont des épidémies infectieuses attachées à la saison chaude où la chaleur élevée et le manque d'hygiène alimentaire, l'hygiène au niveau de l'eau, vous avez la contamination et la diarrhée touche plusieurs personnes, ça devient une véritable épidémie. Les manifestations fonctionnelles digestives altèrent la qualité de vie des patients en question, ça c'est le retentissement,
on n'est pas à l'aise devant une diarrhée. Donc voici la couleur de la question. Qu'est-ce qu'il faut savoir devant une diarrhée? La définir, un. Deuxièmement, est-ce qu'elle touche une personne ou bien plusieurs personnes? La diarrhée est-elle aiguë, brutalement installée, ou bien elle est chronique? Vous voyez le retentissement sur l'état général, ça c'est déjà un acquis pour comprendre c'est quoi la diarrhée. Avant de détailler un petit peu les choses, il faut revoir un petit peu le tube digestif. Le tube digestif de l'extrémité à l'extrémité, vous avez le tube digestif principalement, donc de l'extrémité à l'extrémité, vous avez les organes digestifs, vous avez la bouche, vous avez l'œsophage, vous avez l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, vous avez le rectum, et vous avez les organes annexes. Vous avez l'organe annexe principalement, c'est le foie, vous avez la rate, vous avez le pancréas, et il y a les ganglions, et le système nerveux, n'oubliez pas le système nerveux sympathique et parasympathique. L'intestin grêle, c'est un segment qui vient juste après l'estomac. Donc c'est là où nous avons le problème de diarrhée, ça intéresse l'estomac. Vous avez à peu près 7 mètres d'intestin grêle, donc ça, avec une surface d'absorption importante, parce que l'intestin, c'est une contraction et c'est une surface d'échange d'absorption. Alors, en gastroentérologie, attention, il y a des spécialités. Vous avez par exemple, au niveau de l'œsophage, vous avez l'œsophagologie, l'œsophagologue. Vous avez l'estomac, le gastrologue. Vous avez le foie, hépatologue. Au niveau des intestins, l'entérologue. Le pancréas, pancréatologue. La partie basse du tube digestif, le proctologue, la proctologie. Donc vous avez beaucoup de spécialités dans le digestif ou la gastroentérologie. Alors, cet aperçu est intéressant. Vous avez le côlon aussi, 1,5 mètre de longueur. Vous avez les 4 parties coliques, donc le segment ascendant. Vous avez le transversal, vous avez l'angle colique à droite et à gauche, le descendant, et vous avez le côté rectum, etc. Donc les deux parties, l'intestin grêle et le côlon, c'est là où on va avoir le problème du trouble du transit. Est-ce que la diarrhée est d'origine grélique ou bien colique? La constipation, la même chose. Bien, cette définition ou rappel anatomique est intéressant. Donc l'intestin grêle, c'est la partie qui vient après l'estomac, va assurer des fonctions mécaniques. Vous avez le chyle, l'absorption intestinale, etc. Vous avez 200 à 250 mètres carrés de surface. Regardez, 200 mètres carrés de surface d'échange au niveau du digestif. Vous avez une quantité d'eau stockée dans le côlon, à peu près 10 litres de quantité de liquide. Donc c'est une surface très importante. Vous avez l'action des hormones. Voilà. Vous avez la motricité intestinale, donc vous avez le mouvement segmentaire, le chyle qui va progresser entre 2 à 8 heures de temps, et le tube digestif de la bouche, de la mastication jusqu'à la fin, vous avez à peu près 17 à 24 heures la durée de passage du bol alimentaire. Donc ici, les intestins, c'est un mouvement cinétique, et puis vous avez l'effet chimique des enzymes pour préparer l'alimentation à l'absorption. L'absorption, donc, elle aura lieu au niveau, voilà, on peut avoir l'absorption déjà au niveau de la bouche. Il y a une absorption dans la bouche, salivaire. Il y a l'estomac, on peut avoir de l'absorption, où nous avons l'absorption au niveau intestinal, au niveau même colique. Vous savez que le potassium est absorbé au niveau colique. Donc, une diarrhée, on perd le potassium. Les autres, le lieu principal d'absorption, c'est l'intestin grêle, grâce à ces cellules entérocytaires qui sont prêtes pour l'absorption. La sécrétion pancréatique, nous avons besoin de 1 à 2 litres de sécrétion par la voie exocrine pour absorber donc le côté lipidique, protéinique, etc. Donc on a besoin de sécrétion pancréatique. Nous avons besoin de la sécrétion hépatique, à peu près 1 litre ou bien 500 cc de liquide biliaire pour absorber donc les lipides. Au niveau colique, nous avons aussi l'action enzymatique. Vous avez la durée passage de l'alimentation 12 à 24 heures, et nous avons en fin de compte l'élimination des sels. Bien,
Tous ces segments-là, vous les connaissez déjà sur le plan physiologique. Donc, rappelez-vous le côté mécanique péristaltisme. Vous avez la sécrétion enzymatique hormonale qui va participer à l'absorption intestinale et l'action du système nerveux neuro-hormonal pour tout ça, pour avoir absorbé tout ce qui est bénéfique et éliminer tout ce qui est en excès ou bien tout ce qui n'est pas nécessaire pour le corps. Alors, on arrive à cette synthèse de la physiologie pour parler du transit. Vous devez connaître ça, c'est très intéressant. Une selle dite normale. Une selle dite normale chez un sujet adulte. J'exclus le nourrisson, la femme enceinte et le sujet âgé. Alors, 7 points. Elle est moulée, la selle, moulée, molle. Elle pèse 150 à 200 grammes par 24 heures. De 1 à 3 défécations continues, c'est-à-dire la personne adulte va à la selle 1 fois à 3 fois par 24 heures. Moins, c'est un trouble, au-delà, c'est un trouble. De coloration brune par les pigments biliaires, c'est pour ça que vous avez la bile, le cycle de la bile, vous avez une partie qui va dans le tube digestif, donc c'est ça, une partie qui est éliminée par les voies urinaires qui donne la couleur des urines. Bien. Contenant 75%, c'est de l'eau. La selle, 75%, c'est de l'eau. Donc, s'il y a une diarrhée, je vais perdre beaucoup d'eau. C'est ça la réponse. Avec des résidus alimentaires non digestibles, c'est cellulose, et vous avez des acides gras. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans une selle physiologique, la selle physiologique. Bon, sur cela, on va construire qu'est-ce que c'est que la diarrhée, qu'est-ce que c'est que la constipation. Est-ce que c'est clair pour ça? Donc, jusque-là, c'est la physiologie. Une selle normale, elle a 7 points. Alors, qu'est-ce que c'est que la diarrhée? Comment on définit la diarrhée? La diarrhée, c'est 3 selles liquides ou très molles par jour depuis au moins 2 semaines. Ça, c'est aigu. 3 selles et plus depuis 2 semaines, c'est une diarrhée. Au-delà de 4 semaines, on parle de diarrhée chronique. Bon, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, de maintenant. Alors, l'émission de sel trop abondante et au trop liquide, augmentation des débits fécals à 300 grammes par jour, avec contenu augmenté en eau et graisse, ce qu'on appelle la diarrhée. Donc, diarrhée, c'est la fréquence de la selle, 3 fois et plus, c'est le poids de 300 grammes et plus, on a dit 150 à 200, et augmentation de la teneur en gras, c'est-à-dire en matière grasse. Trop de matière grasse, dans les selles, on appelle ça stéatorée. Stéatorée, le terme veut dire sel riche en acides gras. Est-ce que c'est clair pour la définition? Vous avez vu déjà, attention, c'est la base. Oh, non, pardon. C'est la selle normale. Donc la diarrhée, c'est une chronologie, c'est dans le temps, de quelques heures jusqu'à 2 semaines, c'est aigu, 3 fois par 24 heures et plus, un poids qui dépasse les 300 grammes par 24 heures, une perte de matière grasse. Ça, c'est la diarrhée, par définition de l'Organisation mondiale de la santé. Bien, regardez cette plaque très intéressante qui montre le côté physiologique. La diarrhée, elle est aiguë 7 à 14 jours. Donc 3 fois par jour et plus, sel liquidienne, 300 grammes et plus. Si la diarrhée persiste jusqu'à 28 jours, elle est dite persistante. Si elle dépasse les 28 jours, on l'appelle diarrhée chronique. C'est un tableau très intéressant à se rappeler. C'est clair. 2 semaines, elle est aiguë. À 28 jours, elle est persistante. Au-delà, c'est une diarrhée chronique. Ok, c'est clair? La diarrhée aiguë, la diarrhée persistante et la diarrhée chronique. Et dans tous les cas, c'est l'aspect de la selle, c'est le nombre de fois d'aller à la selle et le poids de la selle. On peut avoir parfois des différences. Un petit poids avec trop de liquide, une diarrhée franchement liquidienne, c'est comme l'eau de riz pour le choléra par exemple, ça c'est connu, c'est une perte importante. Le retentissement, à chaque fois rappelez-vous qu'il y a une perte.
ici, je perds l'eau et les électrolytes, mais au-delà de ça, c'est d'autres pertes. On assiste à la perte d'acides gras, des protéines, des hydrates de carbone, des vitamines, du calcium, etc. Lorsqu'on est chronique, on va perdre surtout les protéines. Et dans ce cas-là, c'est un retentissement à long terme. C'est pour ça que c'est intéressant de définir la frontière aiguë et chronique. Est-ce que c'est clair? Donc on va voir la diarrhée aiguë et la diarrhée chronique. C'est une chronologie de 2 semaines qui sépare les deux situations. Mais dans tous les cas, on est appelé à regarder le retentissement. Bien. Sur le plan physiopathologique, comment la personne, un individu fait la diarrhée? Par quel mécanisme? Pourquoi il y a la diarrhée? Donc il y a des causes, il y a l'agent causal, il y a les conséquences de la diarrhée, il y a la chronologie des événements. Bien. La physiopathologie ou parfois éthiopathogénie. On ne sépare pas étiologie et pathogénie, c'est-à-dire physiopathe. Comment survient la diarrhée? Avant de dire le mécanisme, vous devez connaître l'état physiologique. Le transit, comment progresse-t-il? Après la vidange gastrique, vous avez, donc le contenu gastrique passe au niveau intestinal, il va subir les changements physico-chimiques, le péristaltisme, action des enzymes, l'absorption, etc., jusqu'à arriver à la selle qui est un déchet. C'est un déchet, c'est vrai, et parfois c'est un excès de certaines substances. Ok? Et c'est ça ce qu'on appelle l'élimination des déchets par voie digestive. Donc la diarrhée, c'est un transit accéléré. Le transit accéléré, c'est-à-dire la vitesse de contraction, elle dépasse les limites. Par exemple, une contraction chaque heure. Chaque heure, une contraction. Ça, c'est la physiologie. Si les contractions, vous avez 5 par heure, ça fait vitesse. Ça fait vidange accélérée. Dans quelle situation nous avons cette accélération du péristaltisme? C'est le cas de la thyroïde. Rappelez-vous bien, lorsqu'on a fait le cours de thyroïde, on a dit dans l'hyperthyroïdie, le patient, parmi les signes qui existent, c'est la diarrhée. Par quel mécanisme? C'est les hormones thyroïdiennes qui font un effet sympathomimétique rapide, donc l'accélération du transit. L'accélération dans la mastication, accélération dans la déglutition, accélération gastrique et le transit intestinal. Et la diarrhée, c'est l'un des signes qui attire l'attention sur l'hyperthyroïdie. On a dit que l'hyperthyroïdie a toujours une diarrhée. Ça vous rappelle quelque chose, non? Diarrhée, c'est une jeune femme, diarrhée répétition égale suspecter la thyroïde. Le diabète sucré, l'une des complications du diabète sucré, c'est d'avoir une diarrhée aussi. Par quel mécanisme? Parce que l'hyperglycémie peut provoquer parfois une stimulation nerveuse sympathique qui vous donne un transit accéléré. Comme je peux à la fois avoir la constipation avec le diabète, c'est un peu compliqué, mais le transit accéléré au ralenti, je peux l'avoir en cas de diabète. Mais ce n'est pas ça qui va diagnostiquer le diabète. Ça, c'est une manifestation en plus qui va gêner le patient. Bien. Agression infectieuse. Bien. Il existe des germes à l'état saprophyte dans le tube digestif. Au niveau de l'estomac, vous avez l'Helicobacter pylori. Au niveau grélique, au niveau colique, il y a des germes, il y a des micro-organismes, des milliards de micro-organismes. Ces micro-organismes, leur rôle, c'est quoi? C'est la fermentation, c'est la digestion, c'est l'ammoniaque, etc. Ces germes vivent à l'état physiologique, à l'état de symbiose. C'est l'équilibre de ce qu'on appelle de la flore intestinale, la microbiote. Est-ce que vous connaissez le terme microbiote intestinal? C'est équilibré. C'est pour ça, si vous abusez dans les antibiotiques parfois, vous avez empêché cet équilibre. La conséquence, c'est quoi? C'est une diarrhée due à l'abus en antibiotiques. Parfois, c'est un germe qui vient de l'extérieur. Je peux avoir une diarrhée virale, une virose, hépatite virale, par exemple. J'ai un virus, simplex virus de la grippe, qui peut donner une diarrhée. Certaines grippes sont associées à des diarrhées. Donc, ce virus peut provoquer des diarrhées. Parfois, c'est des bactéries. Bactéries ingérées, par exemple, la fièvre typhoïde. C'est l'exemple plus typique. Vous avez une diarrhée.
la brucellose qui vient par le lait qui n'est pas stérilisé, vous avez la brucellose qui peut donner la diarrhée. Donc des diarrhées bactériennes et qui sont fréquentes pendant l'été, dans cette période-là, où le manque d'hygiène, la contamination de l'eau, la contamination de l'alimentation peut provoquer ce qu'on appelle les diarrhées estivales. Vous avez certainement tous eu cet incident parfois de diarrhée due à des bactéries. Il y a des parasites, la parasitologie, les parasites intestinaux dans la symptomatologie, douleur abdominale inexpliquée parfois, et parfois c'est un transit accéléré. Donc le côté infectieux explique la diarrhée. Troisièmement, agression auto-immune. Ça, c'est un problème. Il y a des diarrhées qui ne sont pas motrices, qui ne sont pas infectieuses, elles sont dites auto-immunes. C'est quoi l'auto-immunité? L'auto-immunité, on la voit dans une maladie qui s'appelle le lupus, dans une maladie qui s'appelle la maladie cœliaque. Je vais la détailler par la suite. Alors, ces auto-anticorps, dans ces maladies, vont attaquer les villosités intestinales. Et lorsqu'on attaque les villosités intestinales, il n'y a pas d'absorption, donc vous avez une diarrhée dite auto-immune par effet sur les microvillosités intestinales. Ça empêche l'absorption. Donc pas d'absorption, accumulation et puis élimination par voie digestive basse, basse normale, c'est la diarrhée. Et je vais vous détailler un petit peu la maladie cœliaque par la suite parce que c'est un sujet d'aujourd'hui. Le dépôt de substances empêchant une meilleure absorption intestinale. Est-ce que vous connaissez le terme amylose? Substance amyloïde. Les maladies de surcharge. L'amylose, le fer, le cuivre, non? Vous connaissez pas ça? Le plomb, les métaux lourds. Vous connaissez les métaux lourds? On en a pas les maladies de surcharge, l'inflammation. Non? Les inflammations chroniques, leurs substances inflammatoires se déposent au niveau intestinal et donnent un empêchement de l'absorption. Par exemple, amylose, c'est quoi amylose le terme? Substance amyloïde, c'est un produit de dégradation, produit conséquence d'une inflammation chronique qui va fermer les pores intestinaux. Au niveau des villosités intestinales, et vous avez une diarrhée. Altération de la vascularisation de la muqueuse intestinale. Parfois, c'est les vaisseaux mésentériques, la vascularisation intestinale qui est obstruée par l'athérosclérose parfois, des microtrombies à l'intérieur, et vous avez la diarrhée. Donc, ça s'appelle diarrhée d'origine vasculaire. Ça, c'est une maladie vasculaire. Les causes multiples. Nous avons parfois des néoplasies, des cancers au niveau intestinal. Vous avez des médicaments qui empêchent l'absorption, qui accélèrent l'activité de certaines enzymes. Certaines bactéries, ça profite. Surtout les antibiotiques. La radiation, en cas de radiothérapie, par exemple. Vous avez l'allergie ou l'intolérance médicamenteuse. Quand vous avez des allergies cutanées, à la poussière, au pollen, au contact, aux médicaments, à l'alimentation, il y a des allergies intestinales. Vous prenez un aliment quelconque, peut-être par exemple du chocolat, cacahuètes, gâteau, n'importe quel produit qui vous provoque la diarrhée. Ça, c'est une allergie digestive, intestinale, c'est-à-dire vous avez une intolérance et tout de suite vous avez de la diarrhée. Donc votre corps n'a pas supporté. On peut dire il y a des allergies, donc intolérance alimentaire, et la personne fait de la diarrhée. C'est pour ça, dans l'enquête pour la diarrhée, on dit à la personne, est-ce que votre diarrhée est déclenchée par la prise de l'alimentation, par la prise d'une boisson donnée quelque part, par la prise de viande, par la prise, par exemple, de mélange, un lait avec autre chose, par la galette, par le pain, par le lait de vache. L'enquête alimentaire, elle est indispensable, elle est nécessaire. Il faut écouter bien le patient. Par exemple, un nourrisson qui fait de la diarrhée, la maman s'inquiète. Dans quelles circonstances? Est-ce que le lait du sein qui a donné la diarrhée? Ou bien est-ce que le lait synthétique qui a donné de la diarrhée? Ou bien est-ce que c'est l'alimentation qui a donné de la diarrhée? Et la plupart des diarrhées de nourrissons sont conséquences d'une erreur thérapeutique de la maman. La maman n'a pas le droit d'introduire quelque chose d'artificiel avant l'âge de 6 mois. Parce qu'avant 6 mois, les villosités intestinales, le foie n'est pas prêt, ne sont pas prêts, ces deux organes,
pour faire l'absorption ni de métaboliser. C'est pour ça l'enquête, elle est indispensable. Contact avec quoi vous avez, qu'est-ce qui vous a déclenché la diarrhée? Bien. Alors, les conséquences, sachez bien que diarrhée veut dire beaucoup. On a même ce qu'on appelle la diarrhée verbale. Quelqu'un qui parle beaucoup, un bavardeur parle beaucoup, on dit qu'il fait de la diarrhée verbale. Ok? Donc, diarrhée veut dire beaucoup, accéléré, farfar. C'est ça, la diarrhée verbale. Ça existe, la diarrhée verbale. C'est une spoliation. Le terme spoliation veut dire perte. Un diarrhéique est quelqu'un qui perd. Il va perdre quoi? L'eau, électrolytes. Je vous envoie en physiopathe. C'est la déshydratation, c'est l'hyponatrémie et l'hypocalémie. C'est très simple à retenir. Attention. Diarrhée, c'est perdre l'eau, sodium, potassium. Si la diarrhée persiste au-delà de 2 semaines, je perds les protéines, les acides gras, les vitamines. Donc, ça se complique encore. Vous avez ce qu'on appelle la dénutrition. Dans l'aigu, j'ai la déshydratation, et dans la chronique, j'ai la dénutrition. C'est très simple à retenir. On ne va pas perdre la vitamine D dans une diarrhée de 24 heures. Par contre, on perd le potassium en aigu. On perd la vitamine D ou le calcium après 4, 6 semaines, 4 mois, 6 mois, etc. Mais dans l'aigu, il faut toujours peser le pour et le contre. Donc la déshydratation, c'est pulsation en rouge. Les conséquences à long terme, par exemple l'anémie. Regardez un problème de santé publique chez les jeunes comme vous devant moi. Les jeunes comme vous, âgés de 20 ans, 23, 24, etc., qui sont anémiques. Et l'anémie fait partie de la diarrhée chronique qui passe inaperçue chez les jeunes. L'enquête pour anémie, qui est l'hémoglobine moins de la normale, déficit en fer, déficit en B9, déficit en B12, c'est ça l'anémie. Donc ces éléments nécessaires pour l'hémoglobine sont perdus dans l'absorption intestinale chronique. Vous avez la diarrhée chronique. Donc une diarrhée chronique, c'est quoi? C'est une jeune femme ou jeune homme de 20 à 30 ans qui n'a pas le poids normal, qui est maigre et qui est pâle et qui signale de temps en temps des douleurs abdominales, des intolérances. À travers l'anémie, on peut faire l'enquête, aller jusqu'à la diarrhée chronique. Est-ce que c'est clair? Parce qu'à la longue, il va perdre l'élément fer, il va perdre l'élément B9 et B12 qui sont nécessaires pour l'hématopoïèse et l'érythropoïèse. Et l'anémie, lorsqu'on discute les étiologies de l'anémie, entre autres, on discute la diarrhée chronique. Donc regardez sur le plan physiopathologique, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une agression intestinale, agression des sites de l'absorption par beaucoup d'agresseurs, avec des conséquences immédiatement moyen terme, et des conséquences à long terme. Est-ce que c'est clair? Ok? Bien. Approche sémiologique. Alors, celui qui a une diarrhée, quels sont les signes? Alors, le motif de consultation. Le motif de consultation, pour quelqu'un qui présente une diarrhée, il va présenter quelques signes. Alors, il va présenter des signes fonctionnels, on commence par les épreintes. Les épreintes sont douleurs violentes, coliques, pendant la défécation. C'est-à-dire, c'est une douleur qui accompagne donc la selle. C'est une selle qui est douloureuse et parfois c'est une selle qui n'est pas complète. C'est-à-dire, il va à la selle, mais il a l'envie d'aller à la selle, mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans la selle. C'est ce qu'on appelle ça épreinte. Les épreintes, donc, c'est un signe, c'est une douleur de la fosse iliaque droite, du cadre colique. Pour aller à la selle, il va à la selle, la personne ne trouve rien. Donc, c'est une fausse alerte parfois. Épreinte. Les faux besoins provoqués par des poussées impérieuses répétées, n'aboutissant qu'à une déjection insignifiante. C'est-à-dire, il se fait une grande douleur, il fait beaucoup d'efforts lors de la selle, mais il fait quelques gouttes ou bien quelques liquides, c'est tout. On appelle ça les faux besoins. Donc,
Si le fonctionnel, vous avez la douleur. La douleur de la diarrhée, c'est comme ça. C'est des épreintes, donc douleur violente qui parcourt le cadre colique parce que c'est une agression souvent virale ou bactérienne et qui va aboutir à des faux besoins, c'est-à-dire la personne se précipite d'aller à la selle, elle ne fait rien. Donc ce qu'on appelle des fausses alertes. Les ténesmes, c'est une sensation douloureuse au niveau du tube digestif, au niveau bas du tube digestif interrectal, irradiant vers les organes génitaux externes. Ça, c'est une douleur de la région périnéale provoquée par la toxine ingérée ou la toxine qui a provoqué la diarrhée. Dans ce cas, souvent, la diarrhée est une intoxication médicamenteuse ou bien intoxication notamment virale et bactérienne. Donc, je répète, 3 signes intéressants: les douleurs, les épreintes, les faux besoins et les ténesmes, sensations de tension douloureuse, des faux besoins, des fausses alertes d'aller faire la selle, parce que c'est l'hypersécrétion acide parfois qui va provoquer la douleur dans cette région. Évacuation anormale, c'est-à-dire, typiquement, le sujet va évacuer des selles. La selle n'est pas comme d'habitude, c'est de la glaire, la muqueuse blanchâtre, jaune d'œuf, le pus, le sang, etc. Donc vous avez, c'est pas comme les crachats, mais c'est des couleurs anormales de la selle, où vous trouvez parfois du sang, du pus, parfois c'est comme le jaune d'œuf, le blanc d'œuf. Souvent, vous avez de la selle moulée à du sang, voilà. Le nombre quotidien d'évacuation est variable. Il peut aller jusqu'à une dizaine de fois d'aller à la selle. Cette personne donc va à la selle plusieurs fois, donc elle se précipite, parfois elle garde la position là-bas, donc elle n'a même pas le temps de mettre les vêtements parce que c'est urgent, ça urge, ça se précipite. Donc l'aspect de la selle, quelle que soit la couleur, quel que soit le contenu, est intéressant pour les cliniciens, c'est pour évoquer l'étiologie et parfois ça va nous servir pour les explorations paracliniques. Donc vous avez jusqu'à 10 fois d'aller à la selle. Est-ce qu'il y a des signes généraux? Oui. Celui qui fait beaucoup de selle, qui fait de la douleur abdominale, qui fait une perte de sang, perte de liquide, va présenter des retentissements. Asthénie, fièvre, selon l'étiologie, amaigrissement, déshydratation. Il y a des diarrhées qui donnent un amaigrissement pendant 4-5 jours, une semaine. Une perte de poids intéressante. Et surtout, la déshydratation. L'abdomen est souvent douloureux. C'est-à-dire, on est amené à examiner ces patients. La palpation, vous trouvez un abdomen qui est sensible quelque part. Il n'est pas souple, il est sensible. Parfois contracturé. C'est-à-dire, vous touchez, ça fait mal. Vous allez voir qu'est-ce que c'est contracture, qu'est-ce que c'est défense dans les prochains cours. Alors, la palpation est parfois douloureuse. Vous avez un abdomen qui est soit plat, soit ballonné, mais il est douloureux, sensible. Les touchés pelviens, toucher rectal, est obligatoire. Il cherche systématiquement, parfois malheureusement, le sang, la perte de sang par voie digestive basse. Attention, ce n'est pas toujours les hémorroïdes. Il y a parfois une tumeur rectale qui a donné le saignement et qui a donné de la diarrhée. C'est pour ça que le toucher rectal est indispensable à la recherche de tumeurs rectales, recto-sigmoïdiennes et parfois au niveau de la marge anale. Bien. Donc, retentissement général, asthénie, amaigrissement qui n'est pas spécifique, surtout la déshydratation. L'abdomen est douloureux à la palpation et les touchés rectales. Parfois, le toucher rectal, vous avez du sang déjà au bout du doigt. Et le sang, la perte de sang, l'équivalent d'une hémorragie. Parfois, ce n'est pas la quantité de sang qui donne l'anémie. Parfois, c'est la nature. Le sang égale, attention, parfois, il s'agit d'une tumeur maligne, le bas du tube digestif. Et les tumeurs malignes du le bas du tube digestif touchent les sujets jeunes moins de 30 ans. Alors, ici, on est amené à une approche un petit peu diagnostique. On va essayer de caractériser, de parler aux patients sur l'enquête étiologique.
Alors, précisez les caractéristiques suivantes. La durée des symptômes, voilà. Il faut dire au patient depuis quand, le caractère des selles. Il va vous dire sanglant, le pus, la douleur, les signes généraux. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec la diarrhée? C'est-à-dire la quantité de combien de fois il est allé à la selle, et l'aspect de la selle, la couleur des selles. La notion de voyage parfois. Voyage veut dire se déplacer d'une région à une autre, veut dire l'instabilité, veut dire manger n'importe quoi, veut dire manger parfois une alimentation qui n'est pas bien saine, manger avec des gens inconnus, des endroits inconnus, etc. Donc ça fait la contamination. Et ça c'est un peu difficile à préciser. Donc la profession, un routier par exemple, qui se déplace beaucoup, il est exposé à des diarrhées. Quelqu'un qui se déplace, est instable. Bien. Le voyage dans des régions endémiques, s'il y a la possibilité de le faire, mais les médicaments, surtout les médicaments antibiotiques, donnent des diarrhées par l'altération de la flore intestinale. Le microbiote intestinal est altéré à cause des antibiotiques. C'est pour ça l'antibiothérapie, elle est réfléchie. On doit réfléchir bien avant de donner les antibiotiques et on doit les contrôler. Rechercher la cause. Est-ce qu'il s'agit d'une diarrhée seul cas? C'est important de préciser. Il s'agit d'un cas sporadique, c'est-à-dire le seul, ou bien toute la famille, ou bien tout l'entourage, ou bien une collectivité quelque part. Donc on cherche ce qu'on appelle l'aspect épidémiologique. Et dans l'enquête alimentaire, les enquêteurs, épidémiologues, médecins, font ce qu'on appelle, ils vont chercher ce qu'on appelle le plat témoin. Par exemple, vous êtes en cité universitaire. Il y a eu déclenchement d'une diarrhée qui a touché une dizaine, 20 ou plus. Les enquêteurs directement, ils vont chercher ce qu'on appelle le plat témoin. Est-ce que vous connaissez le plat témoin? Le plat témoin, c'est-à-dire le menu d'aujourd'hui, il est donné aujourd'hui un menu, on prend un plat et on le garde dans un frigo, réfrigérateur, pendant 24 à 48 heures. Pourquoi? Il s'appelle témoin en cas de plainte chez les étudiantes, par exemple, ici, il y a une diarrhée, on va ramener le plat. On va prendre un échantillon, par exemple, au niveau de la soupe, échantillon au niveau du pain, au niveau de l'eau, au niveau de la salade, au niveau du dessert, au niveau d'un gâteau peut-être. Pourquoi? Pour chercher d'où vient la diarrhée. Alors c'est capital et c'est votre droit de le connaître. Dans les sites universitaires, comme étudiante, vous pouvez leur dire le plat témoin. Et le plat témoin fait peur aux responsables de la restauration. Il doit être réservé et préservé pendant 24 à 48 heures. Et chaque jour, si l'enquête est déclenchée, on vient, on ne trouve pas le plat témoin, donc la punition sera très sévère parce qu'on ne peut pas localiser où est-ce qu'elle est l'intoxication. Le plat témoin, vous ne le connaissez pas. Attention, c'est le droit des étudiants qui résident dans une cité, dans une collectivité, dans une fête par exemple, dans une fête, le plat témoin doit rester en post-fête 24-48 heures. Si les invités viennent pour une diarrhée, on déclenche l'enquête, on va prendre l'échantillon de chaque aliment ingéré dans la fête, à condition qu'il doit faire partie du menu de la fête. Mais si واحد يجي بنكون de crème من برا, il fait de la diarrhée, mais يقول لك هاو تاع العرس اللي داروها لي. Non. C'est-à-dire, il faut respecter, c'est pour ça il faut respecter le menu. En dehors du menu, vous n'avez pas vos droits, vous perdez vos droits. Parce qu'on va faire l'enquête dans le menu habituel, la crème ne fait pas partie, le café ne fait pas partie, Allah yisahel. Ok, ce qu'on appelle le plat témoin. Dans tous les cas, la diarrhée, parfois, c'est une épidémie. Et surtout pendant l'été, pendant la période chaude, il y a des diarrhées sporadiques et des diarrhées collectives, ce qu'on appelle les intoxications aiguës. Voilà, on fait l'enquête et on va traiter la population. Examen clinique, donc. Alors, l'examen clinique, vous avez deux personnes fragiles devant une diarrhée. Face à une diarrhée, vous avez le sujet âgé et le nourrisson, enfant nourrisson. Sujet âgé, rapidement, va se déshydrater.
Et les physiopathologistes vont vous dire qu'est-ce que c'est qu'une hyponatremie hypocalémique chez le sujet âgé, qu'est-ce que c'est que l'hypotension, l'hypovolémie, qu'est-ce que c'est que le choc hypovolémique. Nourrissant aussi, il se déshydrate rapidement. C'est pour ça qu'on cherche les signes de déshydratation. Avez-vous fait le cours de déshydratation? Oui. Vous avez l'extracellulaire et l'intracellulaire. Vous connaissez ça? Extracellulaire, c'est l'hypotension systémique et orthostatique, c'est le pli cutané et c'est les hypotonies du globe oculaire et la diurèse qui est diminuée. La déshydratation intracellulaire, c'est la sécheresse des muqueuses et le trouble de la conscience. Déshydratation intracellulaire, les muqueuses ils sont sèches et vous avez la fièvre aussi. La fièvre est ainsi une déshydratation intracellulaire. Déshydratation intracellulaire donne des troubles de la conscience. Le patient risque de faire une confusion. Il va jusqu'à la convulsion, la crise d'épilepsie. Attention, diarrhée, l'extrémité de l'âge, nourrisson et sujet âgé. Les autres peuvent se débrouiller pour avoir de l'eau, l'hydratation, mais ces deux extrémités d'âge, la personne âgée elle a perdu le sens de soif. Elle n'a pas soif, la personne âgée. Donc il faut la provoquer, il faut le stimuler pour boire. Le nourrisson ne peut pas réclamer parce il n'a pas les capacités de réclamer. Donc ces deux extrémités d'âge, il faut les réhydrater correctement. Et attention, faites gaffe au sodium, potassium. Le sodium, c'est le cerveau, c'est la conviction, c'est la neurologie. Le potassium, c'est la contraction musculaire très douloureuse, les crampes. C'est l'abdomen chirurgical parfois. Et c'est le cœur. Le potassium tue en passant par le cœur. Trouble du rythme cardiaque brutalement par le potassium. Attention, méfiez-vous, c'est une question très sensible. Déshydratation extracellulaire, hypotension, hypovolémie, pli cutané, plus ou moins supportée, mais l'intracellulaire c'est plus grave, et la perte de potassium, c'est le cœur, passant par les muscles striés, etc., et le sodium, c'est le cerveau. Donc c'est les deux extrémités d'âge, il faut faire attention. La fièvre, oui, elle peut exister, soit parce que l'infection est fébrile, il y a un agent causal bactérien, soit la déshydratation intracellulaire qui donne une fièvre. Certaines infections peuvent donner des cholectasies, c'est-à-dire vous avez de la fermentation, vous avez une dilatation colique, abdomen distendu, de l'importance de la palpation abdominale, etc. Et vous avez contracture, défense. Alors, lorsqu'on examine un diarrhéique au niveau de l'abdomen, vous trouvez la sensibilité. Donc il est contracturé. Le ventre en bois, il s'appelle ça en bois. Lorsque vous le touchez, il se contracte, on appelle ça défense. Défense, hyperesthésie abdominale. Veut dire, il y a une urgence chirurgicale. On peut avoir un abdomen aigu à cause d'hypocalémie, à cause d'hypocalcémie, à cause de l'hypoglycémie, à cause de l'acidose métabolique, à cause de la porphyrie, à cause de l'anémie, à cause de l'hypoglycémie. Vous avez beaucoup de causes métaboliques. Vous pouvez avoir un tableau chirurgical à cause d'une acidose métabolique, d'un diabète. Donc c'est pour ça on doit se méfier dans l'examen clinique et le paraclinique. On demande systématiquement la glycémie, la chimie des urines, on demande le bilan rénal, on demande l'ionogramme devant des patients comme ça. Qu'est-ce que je crains devant une diarrhée? Je crains l'hypovolémie, l'hyponatrémie, l'hypocalémie. Donc je demande des bilans dans ce sens. C'est clair? C'est clair ou non? Très bien. Diagnostic différentiel. Alors, ce qui n'est pas diarrhée, parfois vous dites c'est une diarrhée, c'est clair, et parfois vous avez le doute. Il y a des situations d'ambiguïté. Ce n'est pas une diarrhée. Dans quelle situation? Vous avez 4 situations. Premièrement, la polyexonération simple, augmentation de fréquence des selles. Il y a des gens qui aiment aller à la selle. Voilà. Comme quelqu'un qui aime boire beaucoup, uriner, il y a des gens qui font beaucoup de sel. Ce qu'on appelle la comme la polyphagie, la polyurie, etc. Aller à la selle, c'est un comportement parfois psychologique.
mais ce n'est pas une diarrhée. Vous voulez confirmer le poids de la selle et l'aspect de la selle. Deuxièmement, les fausses diarrhées des constipés. Alors, il a été confirmé que les constipés, lorsqu'ils font une reprise du transit, ils font des diarrhées. Parce que, au-delà de la constipation, le liquide s'accumule. Lorsqu'on dégage le fécalome ou bien la matière fécale, vous avez les liquides, donc une fausse diarrhée de la constipation. C'est pas une diarrhée. De l'incontinence anale, c'est-à-dire l'incapacité de retenir la selle, c'est un problème neurologique de la région pelvienne. Vous avez parfois l'incontinence urinaire, l'incontinence digestive, ce qu'on appelle l'encomprésie. Incomprésie. Patient qui ne tient pas la selle. Vous avez l'évacuation de la glaire de sang, syndrome dysentérique. Alors, évacuation du sang, glaire, ça c'est pas une diarrhée, on appelle ça syndrome dysentérique. Alors, ce qui n'est pas diarrhée, c'est des 4 situations. Le syndrome dysentérique. Je vous demande de noter bien ce syndrome. Ce n'est pas une diarrhée, mais c'est une autre forme de diarrhée. Une forme particulière. C'est quoi? La dysentérie, syndrome dysentérique, voilà, 3 croix, vous devez le connaître. Et dites aux absents qu'il faut connaître ce syndrome. Se caractérise par 3 choses. De nombreuses émissions généralement affécales. Un patient qui va à la selle, il fait beaucoup de pression, il n'y a rien. Parfois, plus ou moins du sang, c'est du pus. Plus ou moins mélangé sang au pus, il y a des faux besoins d'aller à la selle, c'est-à-dire des fausses alertes d'aller à la selle. Ce qu'on appelle la dysentérie. C'est ça la dysentérie, c'est 3 signes. Nombreuses émissions affécales, sang au pus dans la selle et des faux besoins à la selle. Il va à la selle, il ne met rien. Donc c'est, si vous voulez, c'est une alerte blanche. Traditionnellement, une cavité rectale, différentes agressions inflammatoires, vous avez tumeur, infection ou bien une inflammation quelque part. Dysentérie veut dire une excitation, une alerte au niveau rectal, mais il n'y a pas de diarrhée. Une stimulation, une excitation à cause de quoi? D'une inflammation ou d'une infection ou bien d'une tumeur. Et surtout les tumeurs du bas tube digestif. Attention, les tumeurs du bas tube digestif touchent les jeunes avant 30 ans. C'est entre 20 ans et 30 ans que le cancer rectal est très fréquent. Attention, ne dites pas les hémorroïdes, ça va. C'est un sujet jeune. C'est fait les hémorroïdes qui sont des dilatations des veines de la région rectale. Si vous connaissez le terme, hémorroïdes, dilatation des veines de la région rectale. Pourquoi dilatation des veines? Si vous avez les veines dilatées, c'est que le drainage se fait mal. Donc il y a une tumeur apparemment sur le rectum qui a donné la dilatation des veines. Donc attention, les hémorroïdes, c'est un arbre qui cache une forêt. Ça fait peur pour nous. Quelqu'un qui perd du sang lorsqu'il a moins de 30 ans. Alhamdoulilah, s'il s'agit des hémorroïdes, mais parfois, c'est pas ça, c'est une tumeur, et parfois c'est une tumeur maligne. Et les tumeurs malignes bas tube digestif touchent les sujets jeunes entre 20 ans et 30 ans. Donc, émission de sang, de glaire, de pus, de douleur, de fausses alertes d'aller à la selle, font évoquer, rappeler probablement une inflammation méchante, type tumeur maligne bas tube digestif. Attention, syndrome dysentérique. Étiologie, voilà les étiologies. Bon, c'est pas intéressant pour vous, mais juste pour vous rappeler, on peut avoir des tumeurs rectales, des tumeurs bénignes, villosité, rectocolite, c'est une maladie, les inflammations, l'amébiase intestinale, les viroses, et rarement des maladies, des cancers de la région. Bon, ça c'est un détail, vous allez le voir dans les cours qui vont suivre, mais une inflammation virale
bactérienne, parasitaire ou tumorale. Oubliez tous les noms propres si vous voulez, rappelez-vous, inflammation, virale, bactérienne, parasitaire, tumorale. Ça résume tout ce tableau qui vous fait peur peut-être. Hein? Ok? C'est inflammation, virale, bactérienne, parasitaire, tumorale. Très simple. Baqi, c'est un détail pour les gens qui veulent développer la chose. Ok? C'est clair? Bien. Ça, c'était la diarrhée aiguë. Diarrhée aiguë, on a peur de la déshydratation, retentissement immédiat, pronostic vital, etc. Alors, la diarrhée chronique, c'est quoi? La diarrhée chronique, peut-être dans la salle devant moi, il y a au moins 5 personnes dans cette salle qui ont, ici maintenant, qui ont une diarrhée chronique. Ils ne savent pas qu'ils ont une diarrhée chronique. Elle est remplacée parfois par une malabsorption. Soulignez bien le terme malabsorption. Absorption qui n'est pas complète, qui est sélective parfois, qui est au ralenti, qui est éliminée à cause de certaines choses. Parce que l'absorption, c'est des segments. L'estomac absorbe le potassium et l'eau. Le duodénum absorbe les différentes parties, le fer, calcium, vitamine D, magnésium, sodium, acide gras, acide aminé, hydrate de carbone, etc. Donc l'absorption est répartie sur le tube digestif. Un segment qui est malade peut donner des retentissements. Donc qu'est-ce que c'est qu'une diarrhée chronique? Est-ce que la personne va à la selle 3 fois par jour pendant 20 ans? Impossible. C'est un piège justement. La diarrhée chronique est un véritable piège. Regardez bien. Alors, poids moyen de 300 grammes par jour. Elle évolue depuis au moins 4 semaines. C'est-à-dire depuis au moins 1 mois. Depuis 1 mois, au début, on pratique, on peut avoir des selles 3 fois par 24 heures, trop abondantes, parfois liquidiennes, et parfois c'est une alternance. Alternance entre diarrhée, une période de diarrhée, une période d'accalmie ou de constipation. Et puis on reprend. C'est cyclique. Et le fait de reprendre, avoir l'aspect cyclique, veut dire toujours faites attention à l'interrogatoire. À quelle occasion vous avez eu la diarrhée? Notez. À quel moment vous avez arrêté d'avoir la diarrhée? Vous êtes en transit normal de constipation. Ainsi de suite. C'est la personne qui se fait une c'est-à-dire auto-interrogatoire, auto-enquête sur qu'est-ce qui se passe avec ce transit qui n'est pas constant. Mais c'est un retentissement qui va avoir lieu. Donc nous avons la caractérisation de la diarrhée chronique avec ou sans malabsorption. Il y a parfois maldigestion, malabsorption. Maldigestion se passe dans la lumière intestinale et pas dans la paroi. Attention, maldigestion, malabsorption. Maldigestion, ça se passe au niveau de la lumière intestinale, mais pas la paroi, c'est-à-dire la paroi n'est pas malade. Ce qui est malade, ou le défaut, il est dans les enzymes et dans les hormones, ou bien le sucre, par exemple le sucre biliaire, le sucre pancréatique. Donc ici, nous avons une insuffisance, par exemple, d'absorber les gras, ce qu'on appelle la bile qui fait défaut, ou bien les enzymes pancréatiques. Nous n'avons pas une malabsorption, c'est une maldigestion, parce que vous avez une insuffisance sécrétoire, biliaire, ou bien pancréatique. Donc vous avez une fuite digestive de gras. Les acides gras, avec les acides gras, vous avez ce qu'on appelle les vitamines liposolubles, quelles sont les vitamines liposolubles? ADEC, c'est simple. ADEC. A-D-E-K. Lipides ADEC. C'est simple à retenir. Lipides ADEC. J'ai besoin de la bile, j'ai besoin du sucre pancréatique. Dans ce cas-là, c'est pas un défaut d'absorption, c'est un défaut de maldigestion, parce que j'ai pas les enzymes nécessaires.
j'ai un déficit en sécrétion exocrine enzymatique. Par contre, la malabsorption, c'est une maladie de la paroi intestinale. Est-ce que vous allez faire la distinction entre les deux? C'est la paroi qui est malade, c'est dans les villosités intestinales. C'est dans la surface d'absorption qui est réduite, détruite par un processus inflammatoire, quelle qu'il soit son étiologie, au niveau de la paroi intestinale. Donc c'est très simple, maldigestion. La maldigestion, par exemple, la mastication qui fait défaut, la déglutition qui est rapide, l'estomac qui est feignant, il ne se contacte pas bien, la maldigestion. Mais la malabsorption, c'est quelque chose d'organique, il est dans la paroi intestinale. La diarrhée avec malabsorption, attention, lorsqu'on n'absorbe pas bien, absorption pré-entérocytaire, le pancréas chronique et le cancer de pancréas, c'est-à-dire l'insuffisance de sécrétion pancréatique. Donc les protéines ne sont pas absorbées avec les acides gras, avec la matière grasse. Entérocytaire, maladie cœliaque, maladie de Hüpl, etc. Alors, ça c'est des maladies qu'on va voir. Maladie cœliaque, malabsorption post-entérocytaire, c'est les lymphocytes, c'est-à-dire vous avez, regardez bien, la lumière intestinale. Vous avez la dégradation par les enzymes, etc. Les éléments sont simplifiés pour être absorbés. Nous avons la phase entérocytaire. C'est les entérocytes qui vont capter, etc. Ça, c'est des maladies, par exemple, cœliaques, on va la voir. Après la paroi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le retour veineux et le retour lymphatique. Donc, je peux avoir une compression lymphatique qui va comprimer ce qu'on appelle post-entérocytaire. Et j'ai une maladie qui s'appelle la maladie de Waldman, ou bien l'ectasie lymphatique, lymphangectasie. Lymphatiques sont obstruées, donc il n'y a pas de passage de ADEC, vitamine D, E, K qui fait défaut et l'acide gras. La lymphe ne pourra plus être drainée, voilà, au niveau de la lumière intestinale, donc pour l'absorption d'origine lymphatique. Et ça existe des anomalies comme ça. Est-ce que c'est clair? Donc, dans la lumière entérocytaire et post-entérocytaire. Et je vais vous détailler la maladie cœliaque comme malabsorption. La diarrhée motrice. La diarrhée motrice, c'est quoi? C'est que il y a un nombre de selles élevé, mais la quantité de poids est faible. Accélérée, émission impérieuse, incontinente, postprandiale, présence d'aliments non digérés. Ce sont les patients, lorsqu'ils prennent certains aliments, ils ont l'impression d'un inconfort digestif, une maldigestion, ils ont envie d'aller à la selle. Ça provoque déjà la diarrhée, et dans la selle, vous avez l'alimentation qui n'est pas bien digérée. C'est ce qu'on appelle une diarrhée motrice. L'efficacité des ralentisseurs de transit, ici, on peut donner des médicaments qui vont stopper, et ça s'arrête là. Donc, c'est une stimulation, intolérance à un produit, par exemple, les protéines de lait de vache. Le lait de vache, par exemple, provoque beaucoup d'anomalies chez les patients qui font des diarrhées motrices. Par exemple, quelqu'un qui prend du chocolat, il fait la diarrhée. Il prend, par exemple, l'ananas, il fait de la diarrhée. Il prend, par exemple, du produit à base de gluten, le blé, il fait de la diarrhée. Il y a de la motricité, il y a de l'organicité dans ce sens-là. Donc, c'est l'enquête qui va me diriger vers telle ou telle étiologie. On peut dire parfois c'est une allergie intestinale. Et vous avez le transit qui est accéléré, son poids exagéré. Donc, c'est une fosse, mais à la longue, c'est une perte d'oligo-éléments, de protéines, de gras, et qui va retentir sur le plan état général, le poids du patient. Je vais vous donner un exemple très intéressant. L'interrogatoire, c'est important de préciser le début, l'évolution, continu, intermittent. L'aspect intermittent, est-ce que c'est intermittent ou bien continu, en relation avec l'alimentation? Le caractère aigu chronique, et vous avez la brutalité des symptômes. C'est brutal ou bien parfois c'est ralenti. Bien. Pour le nombre de selles par 24 heures,
le caractère impérieux, l'horaire matinal postprandial ou diurne, l'aspect, la couleur, la présence d'éléments, etc. Regardez par exemple l'horaire matinal. Matinal ou bien au postprandial ou bien c'est diurne. C'est ça ce qu'on appelle l'aspect fonctionnel. Des gens qui font des diarrhées matinales, c'est un peu fonctionnel. Postprandial, c'est une stimulation par l'alimentation. Et la nuit, surtout les diarrhées nocturnes, sont dues généralement à un problème d'accumulation de produits alimentaires dans le tube digestif qui ne sont pas bien évacués, donc ils vont faire une diarrhée par intolérance. Alors, la maladie motrice, voilà, ça c'est les diarrhées motrices, pas ça, voilà. Voilà. Les diarrhées motrices, c'est-à-dire, vous n'avez pas le substratum anatomique, vous avez la maladie qui va faire la motricité exagérée. Regardez l'hyperthyroïdie, par exemple, qui va augmenter le transit. Le neurologique qui est touché, le diabète, le système nerveux qui est touché, sympathique et parasympathique, il va faire la diarrhée. Vous avez des diarrhées idiopathiques, avec ça, nous avons 80% ignoré, on ne connaît pas l'étiologie. Les autres sont des diarrhées qui s'intègrent dans le cadre d'un trouble neurologique. Est-ce que vous avez fait la neurologie? La neuro. Vous avez, par exemple, on vous a cité la sclérose en plaques. Non? Le Parkinson. Non? Le tremblement parkinsonien. Ce sont des malades qui font des diarrhées neurologiques. C'est motrice, ce n'est pas organique. Bien. La diarrhée osmotique. Bon, osmotique, c'est osmose, c'est-à-dire, c'est la surcharge. Ce sont des patients qui ont un problème de diarrhée parce qu'ils exagèrent dans la consommation de sel, ou bien des protéines, ou bien des acides gras. Donc c'est osmotique, elle a une charge en plus. La malabsorption à la langue. Qu'est-ce qui se passe avec la diarrhée chronique? Nous avons une perte de poids, et surtout ça, je vous demande de noter ce problème-là, de malabsorption et les conséquences à long terme. C'est très intéressant à connaître. Perte de poids, malgré l'alimentation, apport équilibré. La personne s'alimente bien, mais elle n'a pas le bénéfice de l'alimentation. C'est ça, la diarrhée chronique. Perte des électrolytes, calcium, magnésium. Ce sont des patients qui font des tétanies, des crises de tétanie, des crises parfois de douleurs abdominales périodiques. Mais surtout, vous avez le Chvostek et trousseau parfois qui apparaissent chez les patients par hypocalcémie. Les vitamines qui font défaut, ADEK, A, D, E, K, donc soit c'est la rétine, soit c'est l'os, parce que DE, soit c'est le potassium, c'est la coagulation parce que vitamine K, folate, vitamine B12, c'est des patients qui font de l'anémie, parce qu'on a langue déficit en hémoglobine. Les oligo-éléments, le zinc et le sélénium, ce sont des produits, lorsque leur défaut est ancien, va se retentir sur tout le système nerveux. Bien. La diarrhée chronique à la langue va donner un syndrome multicarentiel. Carence en oligo-éléments et carence en produits alimentaires essentiels. Et surtout l'anémie et la perte de poids. Ces patients vont faire des douleurs abdominales, douleurs osseuses, c'est la vitamine D qui fait défaut. Ils vont faire des crises de tétanie, troubles visuels, retard de croissance chez l'enfant, et ça, c'est connu chez les patients déficitaires en certaines substances, par exemple la vision, retard de croissance chez l'enfant. Un enfant qui ne grandit pas bien, un enfant qui a un retard de croissance, entre autres, on cherche ce qu'on appelle la malabsorption ou la diarrhée chronique, même si la maman ne fait pas attention, le mélange, retard de croissance, même intellectuel parfois, physique, intellectuel, il fait de l'anémie, il fait hypocalcémie, il fait une dénutrition, donc c'est un syndrome multicarentiel de malabsorption intestinale et c'est l'apanage des enfants. Chez un adulte, c'est le contraire, il va faire des douleurs osseuses, il va faire une anémie inexpliquée,
l'anémie inexpliquée chez les jeunes égale parfois chercher la malabsorption intestinale. Bien. Je vous donne un exemple typique. Cet exemple, vous devez le connaître pour ce cours. Hein? Alors, parmi vous, il y a ce qu'on appelle les patients atteints de maladies cœliaques. Qu'est-ce que c'est que la maladie cœliaque? C'est un modèle typique d'une intolérance au gluten. Qu'est-ce que c'est que le gluten? Le gluten, c'est une protéine qui existe dans le blé, l'orge et la farine. Parfois, blé, orge, farine. Le gluten est une protéine, apparemment, lorsqu'elle est en contact avec les villosités intestinales, elle va provoquer une réaction immunologique qui va fermer et qui va raser les villosités intestinales. Et par conséquent, vous avez une malabsorption dans le côté vitamine D, B9, calcium, magnésium, protéines, etc. Alors, ces patients, souvent, ce sont des enfants avant 5 ans qui ont des abdomens de batraciens. T'as fouché batracien? Batracien, la grenouille. Jarana. T'as fouché jarana? Voilà. Un abdomen distendu, ce sont des enfants à qui la maman a ajouté l'alimentation par voie orale à base de lait de vache, ou bien le lait de chèvre, ou bien une alimentation à base de gluten avant l'âge de 6 mois, et qui ont fait une réaction au niveau intestinal. Est-ce que tous les enfants vont faire comme ça? Non. La réponse, elle est là, elle est génétiquement là. S'il y a une génétique HLA, DQ2 ou DQ8, ils sont exposés à faire ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Cette maladie cœliaque, dans 99% des cas, donc c'est ça, c'est une intolérance aux protéines. Voilà. Ingestion de l'orge, la farine et le blé. Et la seule solution pour ces patients, c'est quoi? Elle est au milieu. Ce sont les consommateurs de maïs. Voilà. Ils sont sur régime à base de maïs et de patates. Pour remplacer l'allergie alimentaire, il faut qu'on leur donne le maïs et la patate et le riz. Mais il est interdit pour eux de consommer tout ce qui est à base d'orge, farine et blé. Alors, voici le symbole ce qui symbolise la maladie cœliaque. Manger quelque chose à base de pain, douleur abdominale et diarrhée. La maladie parfois n'est pas diagnostiquée chez les enfants, elle est diagnostiquée tardivement. Elle est diagnostiquée à 18 ans, 17 ans, à 30 ans, même à 40 ans. Sous forme de quoi? Sous forme de douleur abdominale après ingestion de tout ce qui est à base de blé. C'est-à-dire le pain, la galette, douleur abdominale. Bien, on va chez le médecin, on pose la question. Avez-vous, quand vous étiez enfant, un problème similaire? On vous dit non, la maman ne se rappelle pas. Soit qu'elle a beaucoup d'enfants, donc elle a oublié, que se passe-t-il? Soit qu'elle n'a pas fait attention. Et parfois le diagnostic, il est précocement à 5 ans, parce que l'enfant déjà ne pousse pas bien, il est chétif, il a un petit poids, il est anémique, etc. La maladie cœliaque passe inaperçue à 20 ans comme vous, même à 30 ans, même à 40 ans, sous forme d'une anémie, c'est tout. Mais malheureusement, que cette anémie cœliaque, maladie cœliaque à l'adulte, risque de se transformer en lymphome, c'est-à-dire un cancer intestinal qui est mortel. Bien, comment on fait le diagnostic? C'est très simple. Le diagnostic, regardez la physiopathe avant tout. La physiopathe, c'est quoi? L'ingestion de blé, l'ingestion par exemple de blé et de pain, la glutamine, voilà, elle est libérée. C'est une protéine qui va dans le tube digestif, elle est captée par des macrophages, elle va au niveau, voici des cellules, voici des quatre, la défense, etc., l'interféron qui intervient, et qui va au niveau des villosités intestinales. Au niveau des villosités,
elle va faire une réaction inflammatoire auto-immune qui va aboutir à ce tableau. Regardez, villosité normale, l'agression qui commence avec des réactions jusqu'à ici, vous avez quoi? L'aspect complètement rasé des villosités. Donc c'est une atrophie villositaire totale ou subtotale. Voici le terme anapathe. Alors, quelle que soit l'agression au début, le gluten capté par des cellules macrophagiques, ramené par les lymphocytes T, CD4, interleukine, il va être capté dans cette muqueuse, choriomuqueuse, qui va aboutir à une villosité complètement rasée, et c'est ça le diagnostic. C'est-à-dire, les personnes qui mangent le pain, farine, orge, et qui ont des diarrhées par la suite, c'est une allergie au gluten. Lorsqu'on fait la fibroscopie digestive haute, on va trouver, on vous répond, atrophie totale ou subtotale des villosités intestinales. C'est typiquement maladie cœliaque. Que fait le médecin? Même la maman. On va faire un test. On peut doser des anticorps, etc. spécifiques, ça se fait. On peut faire biopsie. Un test très simple. Qu'est-ce qu'on dit? On dit à la personne à partir d'aujourd'hui, plus d'alimentation riche en gluten. Il faut aller vers l'alimentation de substitution, basée sur le riz, maïs, patates, fruits et légumes. On contrôle le patient. Après une année, fibroscopie, on va trouver l'aspect initial. C'est-à-dire, nous avons fait la preuve que éliminer le gluten fait pousser les villosités. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pas la peine de chercher autre chose. Oui, il y a une thérapeutique à base d'immunosuppresseurs, etc., mais beaucoup d'effets secondaires. Le meilleur test, c'est celui-là. Je sais que dans votre promo, si vous cherchez bien, vous trouvez déjà des jeunes hommes, des jeunes filles ici, dans la salle ou absents, qui sont sous régime sans gluten. Parce que parfois, l'enquête alimentaire est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a le mélange, les cocktails. Vous ne pouvez pas agir par élimination. Parce que l'alimentation, les recettes sont variables. Il est difficile de se maîtriser. C'est pour ça les gens qui s'alimentent à l'extérieur, des sources alimentaires qu'on ignore la véritable recette, on a ce problème. Donc si vous éliminez le gluten, pas de douleur, l'anémie se corrige, le poids il est là, il n'y a pas de diarrhée, fibroscopie ça, diagnostic donc il est posé. Mais l'enfant reste combien d'années sous régime sans gluten? Et c'est ça la question. Il peut rester jusqu'à l'âge d'adolescence, et ça va disparaître. Il peut rester jusqu'à l'âge de 40 ans, et parfois c'est à vie. Parfois c'est à vie. Mais dans l'évolution, il y a le risque de dégénérescence, c'est-à-dire ces patients cœliaques risquent le lymphome digestif. Lymphome veut dire cancer des cellules lymphocytaires au niveau intestinal, et un lymphome comme ça ne pardonne pas, il tue. Est-ce que c'est clair? Donc voici un modèle simple que vous devez connaître. Pourquoi? Parce qu'il existe parmi vous, dans la salle, il y a au moins une ou deux personnes peut-être qui a ce problème. Il est très fréquent, il est méconnu parfois, surtout lorsque le diagnostic est tardif. Nous, les internistes, tout jeune homme, jeune femme, comme vous, qui a une anémie par carence en fer, on va évoquer maladie cœliaque. Ou bien l'équivalent de la maladie cœliaque, parce qu'il y a des équivalents de la maladie cœliaque. C'est-à-dire, il y a d'autres pathologies qui donnent des atrophies villositaires. Le terme, il est anapathe. Pourquoi la villosité va s'effacer? Lorsqu'elle s'efface, il n'y a pas de surface d'échange. Normalement, vous avez 200 mètres carrés, n'est-ce pas? Si on efface les villosités, on n'a pas la capacité d'absorber.
Donc on a une malabsorption intestinale. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Attention, maladie cœliaque, c'est un sujet pour vous, bien connaître ça, et pour les absents aussi. Hein? Atrophie vélocitaire totale ou subtotale, augmentation du nombre des lymphocytes, etc. C'est l'anapathe, les anticorps anti-endomyosium de type et anti-transglutaminase, ça c'est les anticorps. Est-ce que vous avez fait de l'immunologie? On vous a parlé des maladies auto-immunes? On vous a cité cette maladie? Très bien. Vous avez fait l'anapathe? L'anapathe, elle dit qu'il y a une prolifération lymphocytaire, donc c'est bien. Donc regardez, on va faire un mariage entre biochimie, immunologie, histologie et sémiologie. On arrive à faire un diagnostic. Est-ce que c'est clair? Donc, maladie cœliaque est une maladie auto-immune sur un substratum anatomopathologique. Donc, j'ai deux éléments diagnostiques. J'ai l'anapathe, la clé, et la deuxième, c'est l'immunologie. C'est les anticorps, regardez les anticorps spécifiques qu'on va trouver dans la circulation sanguine. Mais, un test très simple, une conduite de la grand-mère qui fait bien son travail, éliminez tout ce qui est orge, blé, farine, vous allez trouver votre poids, votre taille, votre hémoglobine, pas de douleur abdominale, et vous avez la bonne santé. Et ça pousse bien. Alors, les gens qui n'écoutent pas bien vont reprendre le régime riche en blé, etc., et vont refaire la diarrhée. Donc, secouer le patient 2-3 fois, il va se rendre compte. C'est pour ça, parfois, pour que le patient accepte la maladie, il faut qu'il goûte à la complication. Goûter à la complication, malheureusement, parfois, égale redresser la situation. Ici, c'est une affaire d'erreur des mamans, surtout les jeunes mamans qui n'ont pas d'expérience dans la vie, allaitement, etc., et qui donnent pour les enfants, les nourrissons, l'alimentation avant 6 mois. C'est pour ça, dans notre religion, il est intéressant, il est important, il est capital, il est obligatoire d'allaiter au maximum et pendant 2 années. L'allaitement au sein protège le sujet à la maladie cœliaque. Ici, la maladie cœliaque se transforme en un cancer malin, ça c'est regrettable, ça c'est pas bien. Donc il faut faire attention, nous avons la solution. Bien. La maladie cœliaque, vous devez la connaître. Hein? Bien, donc c'est ça. Regardez à l'état physiologique les villosités. Un joli tapis, c'est joli à voir. Regardez la muqueuse intestinale, sous gluten, elle est rasée complètement. Il n'y a pas de villosité, pas d'absorption. Le diagnostic, donc, il est très simple. À la biopsie, on va trouver ça. Très bien. Est-ce que c'est clair? Bien. J'ai pas donné de conclusion parce que la conclusion, vous avez la diarrhée aiguë, c'est brutal, c'est la déshydratation, c'est l'infection. Méfiez-vous, la volémie, l'ionogramme, le cours de l'hypocalémie et le cours de l'hyponatrémie. La diarrhée chronique, c'est une histoire de malabsorption qui passe inaperçue entre les mains d'un hématologue, d'un médecin généraliste, souffrant d'un amaigrissement, d'une asthénie, d'une chute de poids, IMC à 18, 17, et un problème d'anémie inexpliquée. Et problème d'erreur diététique, la malabsorption qui succède à la maldigestion qui est cause d'une malbouffe. On ne sait pas comment manger, on mange pas bien, c'est pour ça qu'on a de la diarrhée. Et la diarrhée chronique existe. Si je prends votre promo, je trouve au moins 10 dizaine de diarrhées chroniques. C'est clair? Pas de questions? Alors, la prochaine fois, mercredi, c'est ça? Mercredi, je serai obligé de faire 2 cours. Donc, je vous prends de 13h30 jusqu'à 16h30, c'est ça? Je fais 2 cours parce que le médecin qui va faire le premier cours en physiopathe est absent. Donc, il m'a sollicité
qu'on fasse une permutation. Donc, mercredi, je fais 2 cours à la fois. Donc, je vais faire la constipation, et puis je vais faire l'examen de la bouche peut-être, et je prends les 2 séances, et le médecin à qui j'ai pris sa place va prendre ma séance la semaine prochaine. Il faut avertir les gens comme ça, on sera clair. Merci bien.